Attention, pour effectuer cette expérience en toute sécurité, il faut porter des gants, une blouse, des lunettes et avoir les cheveux attachés. Placez dans un ballon de 250 ml 2 ml d'alcool benzylique. Ajoutez quelques grains de pierre ponce. Pesez 2 g de carbonate de sodium. Ajoutez les 2 grammes dans le ballon. Introduire 100 ml d'une solution aqueuse de permanganate de potassium dans un Erlenmeyer. Nous plaçons la solution aqueuse de permanganate de potassium dans le ballon. Il faut ensuite bien agiter le ballon. Pour calculer la quantité de matière d'alcool benzylique, nous avons plusieurs données. À l'aide de ces données, nous avons utilisé la formule N égale M sur M et ce qui nous a donné le résultat de 19,2 millimoles. Pour la quantité de matière des ions permanganate, nous avons également d'autres données et pour calculer N, nous avons fait V fois C qui nous a donné 20 millimoles. Nous allons maintenant vous présenter l'étape 1B, le chauffage à reflux. La synthèse se fait grâce à un chauffage à reflux qui consiste à porter à ébullition le mélange réactionnel contenu dans le ballon et chauffé par le chauffe-ballon. Le ballon est connecté à un réfrigérant à boules dans lequel les vapeurs se liquéfient au contact des parois refroidies par le courant d'eau froide qui rentre par le bas du réfrigérant. L'eau chaude est évacuée par le haut. Pour la sécurité, il faut aussi s'assurer que tous les boulons soient bien vissés. Il faut aussi régler le support élévateur pour pouvoir retirer la source de chaleur rapidement en cas d'ébullition trop forte. Il est à température d'ébullition. On voit donc de la condensation dans le refroidisseur à boules, ce qui montre que la vapeur s'échappe bien et est refroidie à l'aide de l'eau. On peut observer que le mélange initialement d'une couleur violette due au permanganate devient marron. Nous avons ensuite identifié le réactif limitant en calculant Xmax qui est égal à 5,0 millimoles. Les ions permanganate sont donc limitants. Nous avons ensuite pu remplir le tableau d'avancement en calculant les quantités matières respectives de chaque espèce à l'état final. Une fois la réaction terminée, on refroidit le ballon à température ambiante. Puis, nous le plaçons sous un filet d'eau pour finir de le refroidir. Après la réaction, les ions benzoate sont mélangés avec d'autres espèces chimiques. Pour extraire l'ion benzoate de notre produit, on utilise une filtration sous pression réduite. Elle consiste en une fiole à vide sur laquelle on met un entonnoir Buchner qui permet de récupérer un résidu solide grâce au papier filtre. Le filtrat, quant à lui, devient incolore dans la fiole et correspond aux ions benzoate qui se sont formés pendant la réaction. Si ce filtrat n'est pas incolore, il peut être utile de le refiltrer à nouveau avec un nouveau papier filtre. Le solide marron correspond au dioxyde de manganèse, le produit des ions permanganate après la réaction alors qu'on récupère les ions benzoate formés dans le liquide incolore. Attention, pour éviter tout retour d'eau dans la verrerie, il est essentiel de démonter le tuyau de la trompe à eau avant d'arrêter le reflux. Et maintenant on peut éteindre l'eau, je crois. On a placé dans un bécher le filtrat de l'étape 2, qui est une solution aqueuse contenant des ions benzoate. Ce filtrat est refroidi dans un bain d'eau glacée, dans un cristallisoir contenant de l'eau et des glaçons. Ce refroidissement est nécessaire car la formation de l'acide benzoïque est favorisée dans un milieu réactionnel froid. En effet, l'acide benzoïque est moins soluble dans l'eau froide. Ainsi, en refroidissant la solution, on réduit sa solubilité, ce qui permet de cristalliser le maximum d'acide possible. De plus, un milieu froid diminue les risques de projection d'acide qui se produisent souvent lorsqu'un milieu est chaud. On place ensuite le bécher sous la hotte afin d'éviter les projections potentielles et les dégagements de gaz. On ajoute par la suite au filtrat 2 fois 10 ml d'acide chlorhydrique tout en remuant le bécher. Le mélange est ainsi acidifié. On peut alors observer un dégagement de CO2 qui est un produit secondaire de la réaction entre le filtrat et l'acide chlorhydrique. L'équation de la réaction montre bien que du dioxyde de carbone est produit. Cela atteste donc d'un dégagement gazeux de CO2. On observe également la formation d'un solide blanc. Il s'agit de l'acide benzoïque. Celui-ci est précipité par l'acidification du milieu réactionnel. Les ions benzoate se transforment en acide benzoïque
Il y a donc cristallisation de l'acide benzoïque, c'est-à-dire un passage de l'état dissous à l'état solide, d'où la formation d'un précipité blanc. Après avoir versé de l'acide benzoïque dans la solution et après l'avoir refroidi, il s'agit de laver les cristaux à l'eau glacée et de les filtrer une nouvelle fois afin de purifier le solide obtenu. Le but du lavage est d'éliminer les impuretés encore présentes sans dissoudre notre produit. Pour cela, on utilise une pipette avec de l'eau qui doit être impérativement glacée. En effet, à chaud, l'acide benzoïque est très soluble dans l'eau, donc on risquerait de le perdre. À chaud, les molécules d'eau bougent plus vite. Elles brisent plus facilement les interactions entre les molécules d'acide benzoïque, ce qui favorise leur dispersion dans l'eau, ce qui n'est pas désiré. Mais à froid, sa solubilité diminue beaucoup, elle est presque nulle, et reste sous forme solide, tandis que les impuretés se dissolvent dans l'eau glacée. On utilise donc de l'eau glacée pour garder le produit et éliminer ce que l'on ne veut pas, tout en évitant une perte importante de produit qui baisserait le rendement. Après cette purification à l'eau glacée, il est nécessaire de laisser sécher les cristaux au laboratoire. On peut accélérer ce séchage en essorant préalablement les cristaux avec une spatule. Puis on met le produit dans un verre de montre ou une boîte de pétri pour sécher, afin de pouvoir, à terme, peser le produit obtenu avec une présence d'eau minimale. Le but de cette étape est de purifier l'acide benzoïque brut obtenu après la synthèse. Le produit brut contient encore des impuretés, visibles car il n'est pas parfaitement blanc. On utilise pour cela une technique appelée recristallisation. Ce produit contient des impuretés et on peut le voir à l'œil nu sur notre produit de filtration qui n'est pas totalement blanc. On va donc chercher à purifier le produit en exploitant la solubilité de ces impuretés. On va recristalliser le produit. La recristallisation repose sur une propriété physique. L'acide benzoïque est très soluble dans l'eau chaude, mais peu soluble dans l'eau froide. Mais en revanche, les impuretés restent solubles même à froid. Donc c'est pour cette raison qu'on utilise l'eau comme solvant. La recristallisation se déroule en 4 étapes. Tout d'abord, la dissolution à chaud, ensuite le refroidissement, puis la filtration sous pression réduite et enfin la pesée du produit obtenu. Pour commencer la dissolution à chaud, on introduit l'échantillon obtenu lors de la synthèse de l'acide benzoïque avec 25 ml d'eau distillée dans un Erlenmeyer. Puis nous avons fait chauffer l'Erlenmeyer surmonté d'un réfrigérant à air jusqu'à l'ébullition. Une fois le produit totalement dissous, nous l'avons refroidi à température ambiante. Puis nous avons mis l'Erlenmeyer dans un bain d'eau glacée pour que l'acide benzoïque se recristallise. Pour réaliser la filtration sous pression réduite, nous avons mis en route le système à vide. Puis, nous avons ouvert le robinet relié à une trompe à eau pour créer une dépression dans la fiole à vide. Cette dépression va accélérer la filtration. Ensuite, nous avons placé le papier filtre circulaire dans l'entonnoir Bechner et nous l'avons mouillé légèrement avec de l'eau distillée pour bien le coller au fond de l'entonnoir. Une fois le filtre en place, nous avons versé le contenu de l'Erlenmeyer qui contient le mélange d'eau et de cristaux d'acide benzoïque. Pour ne pas perdre de produit, nous avons rincé les parois de l'Erlenmeyer avec un peu d'eau distillée et nous avons versé aussi ce rinçage dans l'entonnoir. Le liquide traverse rapidement le papier filtre grâce à la pression réduite et nous obtenons au fond de la fiole le filtrat qui contient encore des impuretés solubles. À la surface du filtre, nous avons récupéré les cristaux solides d'acide benzoïque qui sont maintenant séparés du reste. Cette technique est essentielle car elle permet de récupérer un produit solide plus pur tout en limitant les pertes. Une fois la filtration terminée, nous avons récupéré les cristaux présents dans l'entonnoir Bechner. À la fin de cette étape, nous avons réalisé la pesée du produit purifié. Nous avons obtenu une masse de 0,63 g. À la fin de cette étape, nous avons calculé le rendement de purification. Pour calculer ce rendement, nous avons divisé la masse du produit obtenu, donc qui est égale à 0,63 g, par la masse du produit avant recristallisation, qui était de 1,83 g. Le rendement de purification est donc égal à 34,4%. Le rendement est inférieur à 100%, car une partie de l'acide benzoïque reste dissoute dans l'eau froide, et une autre partie est perdue lors des manipulations, comme la filtration ou le transfert. Même si le rendement est faible, le produit obtenu est beaucoup plus pur, ce qui est l'objectif principal de cette étape de recristallisation.
Nous allons procéder à une chromatographie sur couche mince. Ici, je prépare le produit avant purification avec 1 ml de cyclohexane. Ici, nous déposons les produits A, B, C et D sur la ligne de dépôt tracée préalablement. En effet, le dépôt A correspond à l'alcool benzylique de référence, le dépôt B correspond à l'acide benzoïque de référence, le dépôt C correspond au produit brut avant purification qui est dissous dans du cyclohexane, et enfin le dépôt D correspond au produit brut après purification qui est également dissous. Ensuite, nous déposons la plaque dans la cuve tout en faisant attention que la ligne de dépôt ne soit pas submergée. Après avoir recouvert la cuve avec un cristallisoir pour éviter que les vapeurs s'échappent, on attend que les espèces chimiques montent par capillarité le long de la plaque jusqu'à ce que l'éluant arrive à environ 5 mm du bord supérieur de la plaque. Quand l'élution est terminée, nous retirons la plaque et nous marquons le front de l'éluant. Puis, nous révélons les taches des différents dépôts sous la lampe UV. En effet, suite à l'élution, les taches des dépôts C et D montent à la même hauteur que celle du dépôt B, qui est, comme je le rappelle, l'acide benzoïque de référence. Cela indique donc la présence d'acide benzoïque dans le produit synthétisé grâce à une lecture horizontale de la plaque. De plus, par lecture verticale, nous pouvons voir que le dépôt D ne présente qu'une seule tache, ce qui confirme la pureté du produit et le fait que ce n'est pas un mélange. Ainsi, la CCM nous a permis de confirmer que le produit synthétisé est bien de l'acide benzoïque et de vérifier l'efficacité de la purification. On peut donc en conclure que la synthèse a bien eu lieu. Dans cette vidéo, je présente l'étape de mesure du point de fusion dans le cadre de la synthèse de l'acide benzoïque. On utilise ici un banc aux fleurs, un appareil qui permet de mesurer le point de fusion grâce à une semelle en métal dont la température augmente progressivement de la gauche vers la droite, entre 50 degrés et 250 degrés. Je commence par déposer quelques grains de mon échantillon solide sur la plaque chauffante. Ici, il s'agit d'acide benzoïque que j'ai obtenu au cours des étapes précédentes du TP. Ensuite, je pousse doucement les grains vers la zone chaude du banc en observant attentivement le moment où ils commencent à fondre. Comme toute mesure, celle du point de fusion comporte une incertitude, ici d'environ 1 à 2 degrés. Elle est reliée à la lecture sur l'échelle graduée au moment où l'on juge que le solide commence à fondre. Dans cette expérience, on compare les températures de fusion de l'échantillon purifié et non purifié, ce qui permet d'évaluer l'efficacité de la purification. Le point de fusion correspond à la zone précise où le solide passe à l'état liquide. Je lis alors la température directement sur l'échelle graduée du banc de Koffler. Cette mesure nous permet de vérifier si notre échantillon est pur ou non. Un composé pur fond à une température bien définie proche de 122 degrés pour l'acide benzoïque. Un composé impur fond plus lentement et à une température plus basse. Cette étape est essentielle pour confirmer que nous avons bien synthétisé de l'acide benzoïque pur. La spectroscopie infrarouge est une technique utilisée pour identifier les groupes fonctionnels présents dans une molécule. En analysant la manière dont les liaisons chimiques absorbent un rayonnement infrarouge, cette absorption dépend du nombre d'ondes exprimées en cm-1 qui correspond à la fréquence des vibrations. Le spectre obtenu affiche la transmittance, c'est-à-dire le pourcentage de lumière infrarouge transmise par l'échantillon à chaque nombre d'ondes. Avant d'analyser notre échantillon, nous avons effectué un blanc, une mesure sans échantillon qui permet à l'appareil d'enregistrer une ligne de base et de corriger les interférences dues à l'air, à l'humidité ou au cristal ATR. J'ai ensuite déposé la poudre du produit sur le cristal de l'appareil, puis comprimé l'échantillon à l'aide de l'enclume pour garantir un bon contact optique. Le spectre infrarouge obtenu montre une bande large entre 2500 et 3300 cm-1, caractéristique de la liaison OH d'un acide carboxylique, un pic très intense à environ 1700 cm-1, correspondant à la liaison CO, et plusieurs bandes entre 1450 et 1600 cm-1 dues aux liaisons CC aromatiques. Si l'alcool benzylique n'avait pas été transformé, on aurait observé une bande plus fine d'OH, alcool vers 3300 et 3300 cm-1, un signal CH vers 2900 cm-1, mais aucune bande CO à 1700 cm-1. La présence des bandes attendues pour un acide carboxylique et l'absence des bandes typiques de l'alcool benzylique montrent que la réaction d'oxydation a bien eu lieu et que le produit formé est bien l'acide benzoïque. Dans cette expérience, nous avons synthétisé de l'acide benzoïque à partir de l'alcool benzylique par oxydation au permanganate de potassium. À la fin de la synthèse, nous avons obtenu 1,5 g de produit pur alors que le calcul théorique prévoyait 2,6 g. Ce chiffre n'est pas pris au hasard.
Il découle du raisonnement stoichiométrique à partir du réactif limitant, ici le permanganate de potassium. En supposant une réaction complète et sans perte, la quantité maximale d'acide benzoïque que l'on pouvait espérer isoler était bien de 2,6 g. Le rendement obtenu est donc de 1,5 sur 2,6 fois 100, ce qui nous donne environ un résultat de 57,7. Pour expliquer cet écart, il faut observer l'ensemble du protocole. La synthèse comporte plusieurs étapes où des pertes peuvent survenir. Tout d'abord, lors de l'oxydation, elle peut être incomplète si le mélange n'est pas homogène ou si le temps de réaction est insuffisant. Mais encore, lors de la filtration à chaud, elle vise à éliminer le MnO2, mais peut emporter une partie du produit dissous. Mais aussi, pendant la filtration à froid, c'est l'étape la plus critique, car une partie du précipité peut passer à travers le papier filtre ou rester collé. On peut ajouter à cela l'incertitude expérimentale liée à la balance qui est de plus ou moins 0,1 g. Pour finir, ce résultat est tout à fait réaliste dans le cadre d'une manipulation de laboratoire. Il montre que, même avec un protocole bien suivi, des pertes sont inévitables à chaque étape.